Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les directeurs, Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de me retrouver ici parmi vous pour une double raison. La première, c'est que je pense effectivement que la question du développement des personnes au sein de l'entreprise est un sujet extrêmement important. L'entreprise ou l'établissement est un sujet extrêmement important. Comment est-ce que les individus trouvent leur place? Comment dans une entreprise qui est face à la mondialisation, face à une grande diversité d'activités, et c'est le cas particulièrement chez nous, je rappelle 320 000 personnes, 175 000 à l'international, 90 000 en Europe, 6 métiers extrêmement différents, et comment peut-on, diable, vivre dans un groupe pareil et y trouver des réponses aux questions que l'on peut se poser. Et la deuxième raison, c'est qu'être ici me rajeunit beaucoup, puisqu'en fait, effectivement, depuis maintenant de nombreuses années, j'ai la chance d'avoir vu et assisté au développement de l'activité médicale. J'ai rejoint l'activité médicale en 1987 avec le rachat de la Compagnie Générale de Radiologie, et j'ai donc assisté à des mutations très importantes, une évolution fantastique de la technologie, et donc j'ai beaucoup de plaisir de retrouver ici nombreux d'entre vous que j'ai eu l'occasion de connaître dans d'autres circonstances. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui peut-être, c'est essayer de voir ensemble comment est-ce que l'individu va trouver sa place au sein de l'entreprise. L'individu, enfin, finalement, l'entreprise est constituée d'un très grand nombre d'individus. C'est une pyramide qui les couches se sont empilées au fur et à mesure des années. Alors, il nous reste encore quelques exemplaires d'une génération qui est née entre 1935 et 1945, que j'appelle ici les vétérans, mais qui sont en fait les patriotes. Alors, c'est ceux pour qui il y avait un emploi à vie dans l'entreprise. L'entreprise, finalement, dans sa reconstruction de l'après-guerre, apportait une croissance. Elle apportait un marché qui souvent était l'Hexagone, éventuellement celui des anciennes colonies. Elle était au cœur de la cité. Elle apportait une couverture sociale, une véritable promotion sociale. L'organisation hiérarchique était relativement simple, était purement et simplement verticale. Et il y avait un très grand prestige des dirigeants. Et finalement, beaucoup de gens considéraient qu'on avait là une seconde famille qui était très structurante par rapport à leur vie. Alors je l'appelle les patriotes parce qu'il y avait un échange. Les dirigeants considéraient que les collaborateurs de l'entreprise étaient essentiels à la vie de l'entreprise, et les collaborateurs considéraient que le dirigeant avait un véritable rôle à diriger cette famille. Alors il y a une deuxième strate, si j'ose dire, ce sont les personnes qui sont nées entre les années 1945 et 1960, et ceux qui ont eu à connaître finalement une véritable rupture, une première rupture du modèle traditionnel qui était école, université, entreprise. C'est la rupture de 68. En même temps, on voit que le marché passe de l'Hexagone et des anciennes colonies à ce qu'on commence à appeler l'Europe et l'horizon de l'export. J'ai moi-même commencé à travailler dans ces années-là, et je peux vous dire que quand on parlait exportation, c'était déjà un horizon fantastique qui s'ouvrait. On commence déjà à voir les anciens et les modernes avec l'arrivée des ordinateurs. Ce sont des gros ordinateurs, les grosses machines qui vont commencer à structurer un certain nombre de process. Et puis, avec les premières crises pétrolières, on commence à voir des restructurations qui se sont succédées, et cette génération-là va commencer à vivre durement les restructurations. On commence à dire on nous jette au fur et à mesure que l'on a moins besoin de nous. Et on trouve un management intermédiaire, et c'est encore valable, je pense, aujourd'hui, qui se sent fortement dévalorisé. Un management intermédiaire pris d'un côté entre les hautes strates du management, qui souvent veulent répondre aux besoins de l'actionnaire, et puis ensuite les couches les plus basses des collaborateurs, et qui a du mal à faire passer ces messages, qui a du mal même à comprendre ces messages qu'on lui demande à faire passer. Et on commence à assister à un premier comportement individualiste. Puisqu'on me jette, je vais essayer de voir comment est-ce que moi je peux jouer mon jeu de mon côté. C'est une génération que j'appellerais peut-être, si vous permettez, après les patriotes, celle des mercenaires ou le début des mercenaires. Alors viennent ensuite les années de naissance 1960-1980. C'est dans le fond l'idée, 80% d'une génération au bac, une formation, ça apportera un emploi. Cette équation est absolue, une formation égale un emploi. Oui, sauf que je commence à découvrir que finalement, je suis aussi un produit sur un marché. Et finalement, puisque je suis un produit sur un marché, puisqu'on me prend et qu'on me jette, je vais moi aussi, en fonction des circonstances, prendre et jeter. Et on commence à assister au vagabondage professionnel afin d'acquérir de l'expérience. Les parents le disent, passe 2 ans ici, ensuite tu claques la porte, tu vas passer 2 ans ailleurs, tu fais du vagabondage et à la fin tu as une valeur marchande sur ce marché.
Et puis c'est l'explosion technologique, on passe de l'ordinateur du gros au PC, le fameux standard téléphonique disparaît au fur et à mesure qu'apparaît le portable, et surtout les organisations hiérarchiques changent, le modèle vertical laisse la place à des matrices qu'on comprend plus ou moins bien, ce qu'on appelle le two-boss system. J'ai finalement au moins 2 patrons dans ce système-là. J'ai un patron fonctionnel quelque part, un patron organisationnel ou opérationnel, mais j'ai au moins 2 patrons. Alors, le problème, c'est qu'il y a une croissance importante, mais l'éclatement de la bulle met sur le marché énormément de compétences disponibles et renforce finalement ce comportement individualiste. Je suis un professionnel, je me vends et en plus, maintenant, je suis disponible, donc je vais essayer de me recaser comme je le peux. Là, c'est, à mon avis, la continuation, mais certainement le parachèvement de la perte de prestige des élites. Que ces élites soient politiques, les dirigeants d'entreprise, les enseignants, les syndicats, les entrepreneurs, le prestige inné de la fonction commence à disparaître et là arrive ce que j'appelle les hyper-individualistes. Débrouille-toi dans ce milieu. Alors, la dernière génération, celle que nous voyons arriver aujourd'hui, c'est celle des années 80. C'est la génération que j'appelle Erasmus, celle de l'auberge espagnole, pour ceux qui ont vu ce film très sympathique, qui vit à la fois la formation, qui vit à la fois l'Europe au sens plein, tel qu'Erasmus l'entend. Ce sont aussi la génération, hélas, des stages, des CDD qui n'en finissent plus, de ceux qui galèrent terriblement. Avec, sur le plan du comportement, la colocation. La colocation, c'est vraiment, tel que le film L'auberge espagnole le montrait, l'apprendre à vivre ensemble pour essayer de se débrouiller ensemble dans un milieu extrêmement difficile. Et on commence à voir revenir cette notion de groupe et de réseau. Après l'hyper-individualiste, je suis seul sur un marché. Non, finalement, j'ai aussi un groupe. C'est des copains, c'est des réseaux. On voit le retour de l'affectif, le retour du collectif, avec à son extrême aussi le collectif éventuellement dans le festif ou dans la violence. Et on le voit l'un et l'autre pouvant se succéder. Alors là, c'est la génération massive des portables, les PDA, Personal Digital Assistant, le BlackBerry, tiens voilà un, les USB, les conf calls, enfin tout ce que vous voulez, des organisations non plus seulement des matrices à 2 dimensions, mais des matrices pluridimensionnelles, de véritables réseaux mondiaux qui se créent, c'est l'époque des conf calls, et aussi une génération, et ça je le sens très vivement, qui demande un équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et on verra comment d'ailleurs ensuite dans l'entreprise ça se vit. Ce sont des jeunes qui viennent et qui disent « Moi j'ai vu papa, maman soit au chômage, soit galérer pour garer son job, sacrifier sa vie familiale, peut-être me sacrifier aussi, j'ai pas envie de ça ». Donc on commence à voir une sorte de famille, pas la même, une famille moins hiérarchique, moins verticale, mais une sorte de famille. Alors c'est ce que le professeur Maffesoli appelle la tribu. Et finalement, cette espèce de tribu va commencer à vivre, et elle vit aussi en entreprise. Et on le voit très très régulièrement. Alors la tribu va se réunir autour de la machine à café, elle va se réunir autour de la photocopieuse, elle va se réunir autour d'événements festifs dans l'entreprise. Mais finalement, on se rend compte qu'il existe entre ces jeunes de véritables valeurs d'échange, quelque chose qui, à mon avis, est très important et très structurant pour l'entreprise et que l'entreprise ne devra absolument pas écarter. Alors, comment finalement, pour nous qui devons faire collaborer tous ces individus, toutes ces tranches, comment pouvons-nous réenchanter le monde? Je dis réenchanter le monde parce que finalement, il y a eu beaucoup de désillusions. Et j'ai repris ce mot, réenchanter le monde, c'était en fait un des titres d'une université du MEDEF qui avait dit l'entreprise est un creuset important, elle ne peut pas laisser la désillusion, elle ne peut pas réussir la désillusion, elle doit réenchanter le monde. Et finalement, nous sommes tous tombés d'accord pour dire que réenchanter le monde, c'est mettre l'individu au milieu d'une trilogie qui est d'abord des valeurs. Et on verra à quel point ces valeurs sont extrêmement importantes aujourd'hui. Une vision claire de leur rôle et une mission. Et selon qu'on saura mettre en œuvre ces valeurs, cette mission et cette vision, on aura des gens qui se trouveront bien dans l'entreprise, qui auront envie d'y rester. Si on ne sait pas le faire, on ne sera pas capable de les garder. Alors, vous me direz, pas capable de les garder, c'est pas trop grave. À l'époque où il y a un tel chômage, on trouvera toujours du monde. Là, je pense qu'on fait une erreur énorme et une erreur très française, qui est celle que nous vivons toujours, et je dirais malheureusement, sous l'ère du chômage. Je pense que cette notion du chômage est peut-être ce qui a été le plus structurant des 20 dernières années, qui a formé les mentalités.
Je pense que déjà à l'étranger, on commence à assister à autre chose. Je reviens de Norvège. On ne sait pas ce que c'est que le chômage en Norvège. On a un autre problème, qui est retenir les gens. Aux États-Unis, aujourd'hui, on ne sait plus ce que c'est que le chômage tel que nous le connaissons. Il faut retenir les gens. Et c'est un petit peu vrai aussi dans certaines régions en Espagne. Donc je pense qu'il faut que nous préparions, nous ici en France, à vivre cette cisaille démographique qui va amener autre chose que nous vivons. Si on ne sait pas le vivre et si on ne sait pas le préparer, nous ne saurons pas garder les jeunes dont nous avons besoin. Alors de quoi s'agit-il ? On commence à le voir et nous avons chez nous un thème, je l'ai mis en anglais parce qu'il dit bien ce que c'est, un thème qui est celui des ressources humaines, que je n'appelle plus ressources humaines maintenant parce que le mot ressources, ça fait penser à pétrole, mais des relations humaines qui est love them or lose them. Ça veut dire quoi ? Vos employés, aimez-les ou vous les perdrez. Et je pense qu'il y a là un message extrêmement important qui est un message d'avenir, un message d'espoir, selon qu'on sera capable de les aimer et de les aimer authentiquement. On les gardera. Si on ne sait pas les aimer, on les perdra. Parce que nous voyons arriver ce groupe, cette tribu de gens où l'émotion compte, où l'affectif compte, et il est important de les aimer. Alors, si on regarde l'évolution des ressources humaines, et vous avez peut-être vécu ça tous, on est passé du service du personnel qu'on connaissait bien. Quand moi j'ai commencé à travailler, c'était le service du personnel qui assurait quoi ? La paix, la cantine, les vacances, la maladie, et puis grosso modo l'ordre dans l'entreprise. Tu as parlé d'ordre, c'était ça, c'est l'ordre dans l'entreprise. On est passé ensuite à la notion de ressources humaines. Alors les ressources humaines, elles, étaient obsédées par ce qui était carrière, rémunération, formation. Je pense que cette évolution aujourd'hui nous amène à ce qu'on appelle les relations humaines et que l'organisation du travail dans l'entreprise devra prendre en compte tout à fait autre chose que simplement l'organisation des carrières et des rémunérations. Le rôle de la relation humaine dans l'entreprise aujourd'hui, c'est d'abord des valeurs, une responsabilité sociale, de faire comprendre que la diversité est une véritable chance si on sait bien la jouer, une éthique qui est très présente et très demandée. Je peux vous assurer que les jeunes recrues qui arrivent, une des premières questions qu'ils posent dans les entreprises, quelles sont vos valeurs d'éthique ? Ils n'ont pas envie de travailler pour des gens qui ne respecteraient pas un certain nombre de valeurs fondamentales, et ceci s'exprime par les gouvernances, et enfin le vivre ensemble. Alors, je voulais simplement vous montrer, pour aller assez vite, ce que nous présentons à nos collaborateurs aujourd'hui dans tous les points du monde, et ça joue un rôle de plus en plus important, en particulier en Europe, lorsqu'on les recrute. On recrute bien sûr sur la base de compétences, mais je dirais qu'il ne faut pas être obsédé par les compétences. Je connais très peu d'échecs de jeunes cadres recrutés uniquement sur la base des compétences. La plupart des échecs sont des échecs comportementaux. Soit parce que l'entreprise ne se comporte pas comme l'attend la jeune recrue, soit à l'inverse, parce que la jeune recrue ne colle pas sur le plan des valeurs et de la gouvernance avec ce que veut l'entreprise. Et aujourd'hui, on leur présente ce que vous avez ici sous les yeux, qui est de dire, voilà les valeurs sur lesquelles on veut vous recruter. Est-ce que ces valeurs sont les vôtres ou est-ce qu'elles ne sont pas les vôtres ? Vous voyez qu'on est loin essentiellement du modèle de recrutement où on fait passer un examen de compétences. On considère aujourd'hui que les jeunes que l'on recrute ont eu une bonne formation. Et je peux vous dire un mot ici, je suis président de la Chambre de commerce américaine, on fait tous les ans une enquête sur les forces et les faiblesses de la France. Alors je passerai les forces qui sont bien sûr très classiquement la position géographique, les infrastructures, on va retrouver très intéressant pour les forces de la France, une éducation de qualité. Et ce sont les investisseurs étrangers qui le disent. Et vient en quatrième une politique énergétique qui est très respectée. Donc vous voyez que l'éducation, la formation est très reconnue ici en France. Donc nous avons toutes les compétences que nous voulons. La question est, sommes-nous capables d'apporter à ces jeunes les valeurs qu'ils attendent ? Alors voilà ce que nous mettons en avant ici comme valeur. On dit, nous, dans le fond, nous voulons des gens qui soient curieux, parce que quand on est curieux, on est ouvert sur le monde, ouvert sur les technologies, qui ait de la passion. Rien ne se fait de bien sans passion, une ingéniosité, une responsabilité, un esprit d'équipe, c'est pareil, on va travailler tous en équipe maintenant, il n'y a plus d'individus qui vont travailler de manière solitaire, un véritable engagement, on ne peut pas être là simplement de passage en disant moi je ne suis pas engagé, je suis engagé, et enfin de l'énergie, rien ne se fait non plus sans énergie. Et pour ce faire, il faudra bien de l'imagination, apporter des solutions à ses clients, à ses collaborateurs, créer de la valeur, avoir du leadership. Et là, une notion très importante est en train de changer. On parle sans arrêt de manager. Je pense que l'ère du manager est terminée au profit de l'ère du leader. Et donc, je vais vous décrire en quelques minutes toutes ces caractéristiques, avec bien sûr, au fond, une intégrité qui se doit être sans faille. Je crois que les jeunes demandent de l'intégrité. Les jeunes en ont assez de ces entreprises qu'ils considèrent comme voyous. Et les exemples sont là tous les jours. Et aujourd'hui, un jeune rentrera
pas dans une entreprise pour laquelle il n'aura pas de respect parce que le dirigeant ne se comporte pas de manière respectable, le ou les dirigeants. Alors ces valeurs, bon, on peut bien sûr les décliner. Moi, ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est en passant sur la page suivante, la responsabilité. J'aimerais qu'on reste une seconde sur la responsabilité, c'est-à-dire prendre ses responsabilités, faire ce qui est juste. Fait ce qui est juste. Je crois que c'est très très important lorsqu'on recrute quelqu'un de faire comprendre que pas seulement fait ce qui rapporte le bottom line, bien sûr ça compte, bien sûr il y a des résultats quantifiés, bien sûr il y a des chiffres, mais fait aussi ce qui est juste. Alors, ce n'est pas facile à vivre et c'est là que précisément on passe du manager au leader. Il faudra parfois expliquer ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et je voulais simplement terminer sur cette notion d'engagement. Le leader d'aujourd'hui et celui de demain, c'est celui qui motive, celui qui inspire, celui qui influence et celui qui apporte son soutien, en particulier au moment où ça va mal. Donc vous voyez que la notion de manager au sens traditionnel délivre des résultats, fait travailler, fait bosser, ça change beaucoup au profit d'autre chose qui est peut-être une nouvelle façon de vivre et de travailler ensemble. Je pense qu'on est en train de passer du monde des process, les process qui menaient à un résultat de bas de bilan, de bas de compte d'exploitation, au monde des émotions. Alors c'est à la fois beaucoup plus riche, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus difficile, mais avec infiniment plus de résultats.